Donc, merci Patrice pour cette œuvre particulièrement vivante et dialectique. Je pense qu'un certain nombre de questions vont se poser tout à l'heure. Peut-être que Jean-Michel Lucas en aura tout de suite. 2 mots sur Jean-Michel Lucas. C'est un être qui a une double vie. Certains le savent peut-être. Il a de la chance, la plupart en ont une. Il a une double vie, il a un double nom, il a eu des hautes responsabilités au ministère de la Culture, je passe dessus. Il a terminé sa vie professionnelle à l'université. Jean-Michel Lucas est bien connu de certains acteurs du monde culturel, d'abord sous son pseudo, Doc Casimir Bizou, que certains d'entre vous ont pu lire, ou déjà depuis au moins une quinzaine d'années. Jean-Michel, ça doit bien faire ça à peu près, non? En tout cas, on peut toujours le lire. On pourrait être corrige, ça fait juste 3 ou 4 ans, mais... Ah, mais moi je me souviens de textes plus anciens. Bon, ça fait 3 ou 4 ans peut-être. Donc Jean-Michel Lucas, retraité de l'Éducation nationale, qui vient nous parler non pas des droits humains, des droits culturels, mais peut-être aussi des droits culturels associés à des projets sur lesquels il est engagé maintenant, qui sont ceux qu'il mène avec des directeurs de MJC. Ouais. On va passer au concret. Merci. Je suis effectivement, on dit retraité pour dire que je suis vieux, mais j'ai décidé de ne pas être vieux, donc je suis consultant, et je suis consultant en déformation culturelle. C'est ça l'auto-entrepreneuriat, déformation. Je tiens beaucoup. Donc si effectivement je peux m'autoriser à parler des droits culturels, c'est parce que j'ai repris intégralement, autant que j'ai pu, toute la réflexion de Patrice et du groupe de Fribourg. Donc pour moi, c'était une découverte, puisque je suis un enfant de la responsabilité républicaine. J'étais drac quand même, hein. Quand on est drac, on ne parle pas des droits culturels, on parle autrement. Et j'ai découvert donc progressivement les droits culturels, donc je m'autorise à en parler, mais pas comme Patrice, avec la réflexion profonde qu'il peut avoir, l'expérience qu'il a de toutes les négociations. Moi, je me suis contenté, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, d'essayer de faire le lien à mon niveau donc de consultant en déformation culturelle, qui n'est plus dans l'action, entre ces choses qu'on appelle des généralités et des pratiques, parce que je ne considère pas que le droit culturel soit abstrait. Je considère que c'est très concret, et que donc ça a un impact énorme sur ceux qui font l'œuvre, justement. Et donc je me suis mis dans cette posture de dire non, attendez, arrêtez de nous faire le coup, il y a l'universitaire, il y a le praticien, il y a le théoricien et le praticien, c'est fini, on va travailler pour qu'effectivement chaque pratique soit aussi porteuse de ses valeurs, et que les valeurs soient aussi se traduisent dans la pratique, et qu'on ne s'en sorte jamais, parce qu'on n'arrive jamais à avoir des valeurs idéales et des pratiques idéales. Donc je me suis mis dans cette posture-là. Et je me suis mis dans cette posture-là avec des associations, avec des élus. Et puis la dernière expérience que j'ai, sur laquelle j'ai travaillé, et dont je voudrais vous parler quelques minutes, le temps qu'ils me laisseront parler, vous aurez la patience d'écouter, c'est, je crois que ça pourrait être intéressant, c'est avec la Fédération des directeurs de maisons de jeunes de la culture de Bretagne. C'est une douzaine de maisons de jeunes de la culture. Voilà. Tous éducation populaire, avec tout le grand drapeau, etc. Mais qui se pose quand même un certain nombre de questions sur mais qu'est-ce qu'on fout là, quel est le sens de notre action d'association donc MJC. Et c'est des gens assez sérieux qui ont bien réfléchi par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de moi pour ça, ils ont bien réfléchi, et donc ils m'ont invité à parler des droits culturels et à parler aussi de la même chose, mais de l'approche basée sur les droits de l'homme en développement, hein, le fameux approche ABDH, un texte qui sort aussi de la réflexion de Fribourg et qui les a bien aidés. Alors, ils sont en questionnement, ils sont en réflexion, ils ont bien compris qu'il se passait quelque chose et qu'ils devaient aller des lieux où ils étaient prestataires de services à des citoyens qui étaient en fait que des consommateurs, qui payaient moins cher que le marché, qui rentraient, qui sortaient, et puis voilà. Et il y a quelque chose qui leur manquait par rapport à toute l'idée d'émancipation, l'idée d'accompagnement, l'idée de... etc. Il y a quelque chose qui n'allait plus dans cette vision de... on n'est plus qu'une espèce d'épicerie où les jeunes viennent louer un atelier, faire un peu de musique, mais tout ça, ça sort exactement comme au supermarché. Ça les gênait, ils cherchaient à redéfinir leur projet. Cherchaient à définir leur projet. Alors moi, je leur ai parlé des droits culturels, je leur ai parlé de l'approche ABDH. Je ne vais pas vous parler de l'approche basée sur le développement humain, parce qu'elle était contenue en gros dans ce que vient de dire Patrice. Simplement, je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit c'est formidable, c'est ça qu'on veut.
Et à partir de là, à partir des quelques textes qu'ils ont pu avoir, ils ont rédigé un projet qui était censé répondre à ces nouvelles aspirations, les droits humains, la liberté, etc., tout ce qu'on vient d'entendre. Et le point que je voudrais faire avec vous, puisque ça date du mois de décembre, c'est qu'est-ce qu'ils ont écrit dans leur projet. Et le texte qu'ils ont fait, qui fait une page, que j'ai sous les yeux, que je vais commenter aussi rapidement que je peux, c'est un texte qui, effectivement, emprunte à ce nouveau registre de pensée qui leur convenait bien. Hein, l'idée d'engagement, l'idée du rapport aux autres, l'idée de se construire, enfin pas construire, de coélaborer avec les autres. Et ce qu'ils ont écrit, et la séance de travail qu'on a eue, c'est à peu près la suivante. Je dis, vous êtes gonflés. Vous me dites que les droits humains, que le développement humain, tout ça, ça vous intéresse, que c'est vraiment ça votre avenir, et vous avez fait votre projet, en gros, exactement comme avant. Vous avez retrouvé les vieux réflexes de l'éducation populaire, vous n'avez pas avancé d'un pet, et donc c'est l'exercice que j'ai fait avec eux. Donc là, j'ai pas fait comme Patrice le souhaite, j'ai plutôt écartelé les mots. J'ai plus trop pris les mots et leur dire non, ces mots-là, il faut les éliminer, les détruire, les chasser. Mais pourquoi? Pour les amener effectivement à pouvoir enfin maîtriser, si vraiment ils pensent que les droits culturels ou l'approche du développement humain convient, eh bien qu'ils arrêtent de penser comme avant. Voilà, c'est l'exercice que j'ai fait avec eux. Alors je vais prendre 2 ou 3 exemples, parce qu'après tout ça peut peut-être concerner un certain nombre d'entre vous, parce que le MJC c'est pas des objets mystérieux, évidemment. Et le premier exemple que je prendrai, c'est cette petite phrase. Dans le projet, c'est marqué « Les maisons de jeunes et de la culture veulent créer des liens spécifiques avec les artistes pour partager une certaine éthique. Nous souhaitons travailler avec des artistes qui partagent nos valeurs. » Quand vous entendez ça, quand je l'ai lu la première fois, ça m'a pas beaucoup gêné. Je me dis oui, c'est sympa, ils veulent pas faire n'importe quoi, ils veulent travailler avec des artistes qui partagent leurs valeurs. Et puis au fur et à mesure que je relisais leur texte, je me dis mais c'est quand même bizarre, et c'est ce que je leur ai dit, je me dis mais quand même, là vous exagérez, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? Vous êtes en train de nous dire que effectivement vous voulez pratiquer, mais une certaine éthique. Je dis, vous étiez d'accord sur l'approche fondée sur les droits de l'homme? L'approche sur les droits de l'homme est fondée sur une éthique de l'être humain en liberté et en dignité. Cette approche est universelle, si vous me suivez bien dans le raisonnement. Donc, si vous voulez travailler avec un tel et un tel, que ce soit un artiste, que ce soit avec le voisin, que ce soit avec qui vous voulez, si vous voulez travailler à partir du référentiel des droits humains, il n'y a pas une certaine éthique. Il y a une éthique de référence qui est une éthique universelle, c'est les droits humains. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne voulez pas vraiment assumer? Vous dites une certaine éthique comme si vous voulez y aller, mais vous gardez une certaine pour dire, bon, non, l'éthique est universelle, c'est l'éthique des droits humains. Alors oui, le genre, bon, c'est très bien, le professeur il a dit qu'il ne fallait pas mettre une certaine éthique, mais une éthique universelle, on raille et puis on remplace. Je dis, attendez, l'affaire, la discussion n'est pas finie. Si on prend non pas une certaine éthique, mais tout ce qu'on fait est sous le chapeau avec la volonté effectivement, d'être dans les droits humains universels, il va falloir qu'un certain nombre de choses changent. Dans la pratique, dans votre organisation, dans vos dispositifs. Sinon, c'est pas la peine. Ah bon? Et je dis, alors là, je fais la démonstration aussi rapidement que je peux. La première chose que vous devez faire dans ces cas-là, enfin, vous devez au moins vous interroger, parce que vous ne changerez pas de sitôt. Mais la première interrogation que vous devez avoir, c'est la suivante. Avec qui vous travaillez? Qui vient dans vos maisons? Alors, je lis le reste du texte. Je vois des amateurs, oh d'accord. Des populations, des territoires. Il n'y a pas communauté, c'est en Bretagne, mais ici il aurait pu y avoir des communautés. Je vois un certain nombre comme ça de mots. Je dis, attendez, qu'est-ce que vous faites là? Si vous considérez qu'effectivement c'est les droits humains qui sont la valeur universelle, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus de population. Vous ne pouvez pas faire ça, puisque l'hypothèse même des droits humains, c'est les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, nous avons affaire à des personnes, et chaque personne a sa liberté de dire le sens qu'elle donne au monde. Chaque personne a la liberté de dire sa culture. Et vous ne pouvez pas commencer en disant, nous, on bosse avec des catégories. Vous travaillez avec des personnes qui chacune va dire sa liberté. Alors, vous enlevez, s'il vous plaît, habitants et population, vous pouvez dire des personnes qui ont une façon de voir le monde, je ne refais pas le discours de Patrice, à leur façon, mais cette façon est singulière. Et vous ne pouvez pas commencer à nous dire que parce qu'on habite le même immeuble, vous êtes habitant, l'autre personne va avoir exactement le même rapport au monde, la même façon de voir le monde, la même identité. Donc vous enlevez ça. Vous enlevez population, évidemment, parce que là, du coup, vous anonymisez
Vous vous mettez en situation d'être, et puis les autres sont anonymes. Ils n'existent pas en tant qu'expression de liberté. Ah, t'es quand même un peu gêné. Et je dis, c'est pareil, vous enlevez interculturel, pour les raisons dites de tout à l'heure. Pourquoi il faut enlever interculturel? Parce que ça voudrait dire qu'il y a des endroits qui ne seraient pas interculturels. Ça voudrait dire que vous avez rencontré ici ou demain des gens, ah bon d'accord, des gens, des populations, des habitants qui ne seraient pas dans l'interculturalité avec les autres. Vous vous montez à vous-même. Si vous prenez les droits culturels et l'approche VDH comme référence, il n'y a plus d'interculturalité puisque chaque personne n'a pas la même culture que l'autre. Deux jumeaux n'ont pas la même culture. Le référentiel, pour vous, c'est les personnes. Bon. Mais on ne voit pas très bien ce que ça va continuer, parce que nous, on a toujours les habitants du HLM en face, on a toujours les jeunes. Arrêtez avec les jeunes, c'est pareil. Les jeunes, vous anonymisez, c'est pas les jeunes, c'est tel jeune qui a tel parcours, qui a telle identité. Ah non, c'est pas fait. Je dis, voilà la perspective que vous devriez ouvrir. Quand vous inscrivez une personne au sens administratif du terme, vous prenez sa carte d'identité, mais si vous avez bien compris l'histoire des libertés et des personnes, il va falloir creuser sous quelle facette de son identité la personne veut être ici dans un rapport avec vous qui va être une œuvre, si je reprends ce qu'a dit Patrice. Vous n'allez pas réinventer le stéréotype, c'est un jeune, c'est un habitant, etc. C'est une dame, c'est un Marocain, c'est un immigré. D'abord, vous avez une négociation à faire, pour ne pas dire écoute, etc. Mais c'est une vraie négociation. Sous quelle facette de son identité la personne veut être en relation, ce sera le mot-clé, avec vous pendant le temps où elle sera ici. Et ça, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu. Hein, une femme marocaine qui est au conseil d'administration du centre social où je suis administrateur, qui ressemble bien aux autres femmes marocaines, et puis quand on commence à être dans la relation entre les uns et les autres, elle est prof de fac, mais elle l'a jamais dit. Elle était prof de fac au Maroc, mais elle l'a jamais dit. Ah bon, on a l'air malin. Et donc l'idée qui est derrière, c'est au fond un dispositif que moi j'ai appelé, parce que c'est celui-là qui me fascine autant que Patrice me fascine, que lui me fascine aussi, et c'est d'autres façons de dire la même chose. Je l'ai piqué à Edouard Glissant. Demain, commémoration, c'est la seule ville qui a un parc Edouard Glissant, donc bravo. Et je vais piquer le terme de archipel des identités. Je trouve que par rapport au débat sur le communautarisme dont on parlait tout à l'heure, je trouve que c'est un terme qui convient bien. L'enjeu d'un responsable d'une maison de jeunes et de la culture, la MJC, c'est effectivement d'avoir un dispositif qui permet de cerner l'archipel des identités de chaque personne. Ça nous évite des entrées ethniques, des entrées par la couleur de la peau, par le sexe, etc. Évidemment, chacun, et ça, c'est sa réalité. Mais au-delà de cette réalité, l'enjeu politique, c'est bien de dire, au-delà des réalités qui font les différences, il y a diversité. Parce que tous, nous sommes sous la même éthique des êtres humains libres en dignité et en droit. Bon, le passage de la différence à la diversité, si vous êtes un peu poète, il est là, il est magnifique. Hein. On fait humanité parce qu'on est dans la diversité. Autrement, on se reste en différence avec la question de la rupture. Première idée de votre dispositif, où sont les archipels d'identité? Scotché les directeurs. Jamais ils avaient effectivement fait autre chose que comment vous appelez, quel âge tu as, enfin le côté anonyme des choses. Jamais ils avaient été creusés sur quelle est la figure qui donne sens à ta vie, la figure de ton identité, qui est celle que tu veux effectivement engager vis-à-vis de nous. Bon. Deuxième idée qui arrive derrière, beaucoup plus gênant. Et à la limite, je pourrais m'arrêter là parce que le reste suit presque mécaniquement et vous allez me dire en fonction de l'air. Si je prends comme référentiel le référentiel donc, de l'approche de développement humain, avec l'idée de liberté, ça veut dire que chaque personne qui va être là dans la relation, elle va dire son sens, le sens qu'elle voit au monde. Les uns aura Dieu, pas Dieu, etc. Enfin, mangera pas, etc. Vous n'allez pas savoir. Donc vous êtes devant une situation, par contre, vous êtes devant une situation où chacun exprimant sa liberté, nécessairement en tant que responsable de la MJC, vous êtes devant une situation d'hétérogénéité des libertés. Ça, c'est un terme cher à Amartya Sen, qu'on retrouve dans tous ces bouquins, dont l'idée de justice. Le point de départ de votre boulot, c'est l'hétérogénéité des libertés. Les libertés sont hétérogènes dans leur façon de dire des personnes, dans leur façon de dire qui elles sont, quel rapport elles ont. Par conséquent, le rapport que vous n'êtes pas là simplement pour constater l'hétérogénéité des libertés, vous êtes là pour autre chose, vous êtes là pour faire communauté, vous êtes là pour faire quelque chose ensemble. Donc le point de départ, c'est votre responsabilité de gérer des libertés hétérogènes. Alors autant dire les choses telles qu'elles sont, la première responsabilité que vous avez, c'est de reconnaître les dissensus.
C'est pas d'arriver en disant, nous, on est une maison de jeunes, donc il n'y a que des jeunes, et on est tous ensemble, et on va dialoguer, et on va faire, etc. Non, le point de départ de votre responsabilité, c'est la reconnaissance de l'universalité, de l'hétérogénéité, l'universalité des différences, et votre boulot, c'est de parler des différences aux diversités, c'est donc d'organiser, ce que j'appelle dans mon truc à moi, la conférence de dissensus, c'est-à-dire la capacité que les personnes peuvent avoir de dire, moi je ne suis pas comme l'autre, je ne donne pas le même sens que l'autre, et je suis entendu en tant que j'ai une liberté de dire autrement. Alors où est aujourd'hui votre gestion des dissensus? Ah ben là, ils sont tous regardés, on est resté une demi-heure, trois quarts d'heure, ils ont regardé, oui, ça existe dans nos maisons, mais c'est toujours après, c'est toujours quand ça merde, c'est toujours quand ça va pas. Hein, c'est toujours quand justement on pensait que le projet était calé comme ça, etc. Puis tout d'un coup ça va pas. Ben, je dis oui, vous n'avez pas pris le temps ni de l'archipel des identités, ni de la conférence de dissensus. C'est pas organisé, pour vous c'est un dysfonctionnement. Et bien dans ce cadre de la BDH, c'est pas un dysfonctionnement, c'est même la responsabilité première qui vous revient, parce qu'il faut passer des différences aux diversités, il faut construire ensemble, et on construit ensemble parce qu'on n'est pas pareil. Je vous le fais un peu vite, je m'en excuse, mais c'était là plus que concret, parce que c'était pas l'idée de, de penser, mes directeurs étaient en train de se dire, quand j'organise ma maison, où est-ce que ces questions-là se retrouvent, où est-ce que je les vis? Et ils les vivent, mais pas au bon endroit. Alors, il y a quelque chose d'autre que je voudrais dire, si j'ai encore combien de temps là. 10 minutes. Alors, après, on va passer à un autre registre. J'espère que je vais vexer personne, parce que je vais le dire soft, gentiment. Non, c'est pas toi qui lisais. Hein. C'est pas toi qui lisais. C'est parce que c'est des phrases vachement communes, encore. Et j'ai pris celle-là, par exemple. La maison de jeunes et de la culture doivent rester des lieux ouverts à la diversité des pratiques. Pratiques en amateur, pratiques professionnelles, pratiques des loisirs, sous différentes formes. Alors on décrit les formes pratiques, des ateliers, des stages, travail avec des artistes, etc. Et tout le texte se déroule comme ça en termes des pratiques, des activités, des pratiques, des activités, des pratiques, des activités. On fait. Bon, c'est bien, on fait parce qu'il faut faire des œuvres. Patrice nous l'a dit. Alors j'ai dit, c'est très bien votre affaire là, l'histoire de pratique. Et si on prend le référentiel des droits, qu'est-ce qui va se passer? Référentiel des droits humains, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien que les pratiques aient un rapport avec l'idée de permettre aux personnes d'avoir plus de dignité, plus de liberté. Expliquez-moi, dites-moi quelle est la pratique qui, parce que c'est une pratique du faire, va permettre plus de liberté, plus de dignité. Ça, c'est pas la pratique qui elle-même est porteuse de ces valeurs-là. Et la preuve est la suivante, c'est que dans votre texte, vous dites, les pratiques que nous organisons sont menées par des spécialistes, évidemment, spécialistes de la musique, spécialistes de la danse, spécialistes du théâtre, spécialistes... Il faut bien les spécialistes. Voilà. Et voilà le boulot du directeur de maison de l'œuvre. Avoir des spécialistes pour les ateliers, très bien. Parce que sans excellence des pratiques, il n'y a rien, ça c'est sûr. Et vous là-dedans, quelle position vous avez? Ah ben nous on est des généralistes. L'aspect généraliste des maisons est un véritable atout à la différence d'une approche très spécialisée. Et je leur dis, attendez, quand vous vous positionnez comme ça, en disant la valeur viendra des spécialistes, parce qu'ils ont des compétences dans chacune des disciplines, et que vous dites, nous, on est des généralistes, vous vous mettez vous-même dans la situation qu'on connaît bien, d'une hiérarchie, et vous êtes les dominés de la hiérarchie. La valeur viendra du spécialiste, et vous êtes porteur de quelle valeur universelle? Vous ressemblez au médecin de campagne qui est là et qui va chercher le grand spécialiste parisien parce qu'il ne sait pas faire. Voilà. Et vous vous retrouvez dans la même chose. Et cette affaire-là, est-ce qu'elle est purement rhétorique? Est-ce qu'elle est purement... c'est pour tes œuvres, ça. Est-ce qu'elle est purement rhétorique? Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui est juste des mots, etc. Je dis non, vous savez mieux que moi. Ça fait depuis 1959 que vous vivez ça et que vous avez intégré cette idée que la question de la valeur... Non, la seule tête que je cherche, je ne vais pas le trouver. La question de la valeur généraliste, c'était vous, et que les autres portaient la valeur bien plus supérieure des spécialistes. Vous avez intériorisé cette idée que la valeur était chez les spécialistes. Et du coup, vous avez intégré l'idée qu'il y avait quelque part dans cette société des gens qui étaient plus forts que vous, qui avaient plus de valeur universelle que vous. Et il me regarde, il me dit, ça veut dire... Mais si, regardez, quelle est la construction du ministère de la Culture en France? La construction du ministère de la Culture en France, c'est de dire que, effectivement, il est là pas pour rien, il est là pour la culture, et que la culture, il la repère en faisant en sorte de sélectionner les quoi?
les œuvres capitales de l'humanité. Et vous voilà coincés, chers amis, parce que là où il y a de la culture, c'est qu'il y a des œuvres capitales. Alors le meilleur de l'opéra, le meilleur du théâtre, le meilleur de tout ce que tu veux, c'est sûr, mais pas le meilleur du théâtre pour le théâtre, pas le meilleur de l'opéra pour l'opéra, pas le meilleur des arts plastiques pour les arts plastiques, le meilleur pour l'humanité, les œuvres capitales de l'humanité. Du coup, votre confrontation avec les autres institutions, et en particulier celle du ministère de la Culture, vous êtes des moins que rien, d'ailleurs on vous appelle des sociocus, les autres sont vraiment des milieux artistiques au-dessus du panier, parce qu'eux portent les valeurs de l'humanité. Et vous portez quelle valeur? Ah ben nous on est des généralistes et notre boulot c'est de les sélectionner quelques porteurs de valeurs capitales de l'humanité. Alors là, ils étaient verts. Ils étaient verts. Parce que je ne nie pas qu'il y a une excellence de l'art, mais de là à dire que l'excellence de l'art sélectionnée par le ministère où j'ai travaillé pendant des années, c'est le meilleur, c'est les valeurs capitales de l'humanité, il y a quand même un écart. Alors je dis, reprenons les choses à l'envers. Votre boulot, c'est quoi? C'est des personnes qui ont une certaine liberté de dire leur identité. Et si vous êtes là avec eux, c'est pourquoi? C'est pour leur permettre d'être plus humains, c'est-à-dire d'avoir plus de liberté, mais aussi d'avoir plus de capacité. Le terme que j'aime bien, que personne n'utilise, mais moi je l'utilise, tant pis, c'est pris à Amartya Sen, plus de capacité. Ça, plus de capacité, c'est-à-dire j'ai raison d'eux, je porte des valeurs d'eux, c'est moi qui les porte en tant qu'individu, et maintenant je sais mieux écrire, mieux lire, je sais faire du théâtre, je sais bouger mon corps. C'est pas une capacité, c'est une capacité. Non seulement je sais faire techniquement, mais je la porte, je donne sens au monde, et je suis reconnu par les autres. Alors regardez, si c'est ça votre boulot, oh oui c'est ça notre boulot, c'est non seulement accueillir les personnes dans leur liberté de parole, mais aussi leur permettre d'avoir plus de capacité. Parce que justement on fait ces ateliers. Alors j'en dis dans ces cas-là, vous faites plus parce que vous êtes là, il y a plus de liberté, il y a plus de capacité, vous contribuez au développement humain de la personne, et ce développement humain de la personne, plus de liberté, plus de capacité, donc plus de dignité, eh bien ce sont les fondamentaux universels des droits de l'homme. Donc votre boulot à vous, c'est en fait votre action quotidienne, si vous voulez bien la nommer en termes de sens, eh bien c'est que vous êtes des architectes du développement humain. Ah, architectes du développement humain. Ils n'étaient plus des organisateurs de MJC et d'ateliers vaguement pour des jeunes, ils étaient devenus ceux qui, sans eux, sans leur existence, ne permettraient pas le développement humain, c'est-à-dire plus de liberté et plus de capacité. Architectes du développement humain, et en face, qu'est-ce qu'ils ont? Mais ils ont juste des références de l'opéra, références du chant, références du cinéma, qui sont des références d'une certaine discipline, d'une certaine pratique, mais qui ne peuvent pas pour autant arriver dans le paysage institutionnel en disant écoutez, les seuls qui comptent en matière d'humanité, c'est nous, les œuvres capitales de l'humanité, c'est nous, en tout cas ceux qu'on a choisis pour le passé, ceux qu'on va choisir pour le futur, c'est-à-dire les créations, et vous passez après, parce que vous n'avez juste qu'à comprendre ou saisir le sens de ces œuvres capitales, et vous deviendrez humain. Non, on devient humain parce que les personnes avec qui on bosse sont des personnes qui effectivement sont dans un processus avec plus de liberté, plus de capacité, et là vous êtes des architectes du développement. Ça vaut cette universalité-là si vous prenez comme référence les droits de l'homme, l'article 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité en droit, ben c'est vous, j'allais dire les meilleurs. Non, vous êtes des interlocuteurs qui peuvent dire oui, nous comptons dans cette société qui en a bien besoin de ces lieux. Il ne faut pas laisser tout au marché quand même. Ils ont gardé l'expression. Je pense qu'on va la retrouver. Architecte de développement humain, par ce côté universel qui n'est pas fortuit, puisqu'il s'appuie sur les fondements de n'importe quelle société de liberté. Je vais terminer sur le troisième point, mais j'ai à la fois d'aller vite et puis je voudrais tellement le développer, je vais court-circuiter le raisonnement. Non, mais ça fait trop long, il ne faut pas non plus... Troisième point, c'est bien plus de liberté, c'est bien plus de capacité, on l'a vu dans tous ces référentiels, c'est bien. Ça permet aux personnes de ne plus être exactement comme elles sont, de s'arracher à leur culture tout en étant attachés à leur culture, tout ça, ça fonctionne. Sauf que on n'a pas affaire, si on a affaire qu'à des individus, ça ne va pas. Il faut avoir affaire à des personnes qui construisent donc ce rapport de plus de liberté et plus de capacité dans leur rapport aux autres. Et vous, quand vous rédigez ça, vous dites oui, nous on est des hommes de dialogue, on est des hommes de l'échange et tout ça. Et puis ça donne cette petite phrase qui me paraît, je vous le fais vite, mais elle est tellement marrante, parce qu'il n'y a rien dans cette phrase-là, donc ça se voit pas, donc c'est pour ça que c'est rigolo. Ils l'ont pas vu, donc moi je me suis amusé. Alors, ça donne celle-là.
Nous réaffirmons dans ce cadre le temps essentiel consacré à des espaces d'expérimentation. Très bien, il faut expérimenter, on dit bien, et d'expérimentation, et l'importance du relationnel, entre parenthèses, créateur de dynamique et de connexion, pour décloisonner ce qui peut paraître cloisonné. Je vous le fais, c'est une phrase d'une banalité par rapport à tous les lecteurs du développement humain, c'est assez banal, quoi. Il s'agit de faire quoi? L'importance du relationnel, entre parenthèses, créateur de dynamique et de connexion, pour décloisonner ce qui peut paraître décloisonné. Là, franchement, vous avez fait un grand pas, mais vous venez de retomber dans la cave, comme dit Stéphanie. Pourquoi? Mais vous avez mis connexion entre parenthèses. Vous vous êtes rendu compte? Vous avez mis connexion entre parenthèses. Mais votre boulot, c'est justement votre vrai boulot. Le boulot qu'on peut espérer au titre des droits humains, c'est non seulement plus de liberté, plus de responsabilité, mais votre boulot, c'est que chaque identité soit en connexion avec d'autres. Quand je dis chaque, j'exagère un peu. C'est que vous soyez là pour nourrir les connexions. C'est le cœur. Et la relation, ça va être ça la connexion. Mais en mettant ça entre parenthèses, vous vous foutez de la gueule du monde. Ah oui, alors on va faire, oui, on comprend. Donc il faut qu'on fasse des projets avec les habitants. Non, avec les personnes et qu'on les fasse participer. Participatif. Non, c'est ni habitante, on l'a dit, ni participatif. Parce que s'il s'agit de connexion, il s'agit de connexion de deux identités en liberté, avec des capacités qui ont été progressivement comme ça augmentées, donc une capacité de dire je suis, les autres sont, et une capacité de dire j'avais envie de faire ceci, mais je ne le fais pas parce que la dignité je le dis autrement, je ne le fais pas parce que si je le fais, ma liberté est accentuée, mais la dignité de l'autre est en péril. Je peux faire un acte qui ne correspond pas à la liberté de l'autre. D'où l'idée de négociation des libertés, d'où l'idée de dire, oui, bien sûr, je suis une personne, pas un individu, je négocie ma liberté librement consentie. Hein. Je consens librement à ne pas exiger mon caprice parce que l'autre existe et qu'effectivement, notre communauté a besoin, etc. Et cette idée-là, elle renvoie à une autre idée qui n'est pas la participation des habitants, qui est l'idée qu'on évoquait tout à l'heure, de la délibération sur ce qui, à un moment donné, ici ou ailleurs, fait vivre ensemble, fait les valeurs communes. Moi, j'aime bien l'expression standard de la vie commune. On est ensemble, mais pour être ensemble, il faut négocier sur ce qui fait, à un moment donné, qu'on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire peut-être pas la même que quand on sort ou qu'on va ailleurs, et donc là, il y a une négociation. Et du coup, on ne retrouve plus un individu citoyen dans une société, on retrouve une personne qui est en situation, parce que c'est organisé comme ça, avec la conférence de dissensus, d'être porteuse effectivement d'une négociation sur ce qui fait la vie commune, le standard de la vie commune, chez son boulanger, chez son charcutier, ici ou ailleurs. Enfin, à chaque fois, ce n'est pas forcément la même vie commune, ce n'est pas forcément la même communauté. Et donc, les personnes ne sont pas participatives, elles sont délibératives. Et elles sont donc partie prenante, stakeholders, les Anglais. Donc on enlève citoyen qui renvoie peut-être un peu trop, surtout en France, à État, organisation, être neutre, être dans une position où on efface sa subjectivité pour être un citoyen de l'objectivité de la vie collective. Et là on est au contraire dans l'idée, ma subjectivité, parce que je suis un être plus libre et plus en capacité, est un élément de la négociation et je suis partie prenante au standard de la vie collective. Autrement dit, si je prends ça, partie prenante des standards de la vie collective, si je prends ça, ça veut dire que mon identité, dans cet esprit-là, plus de liberté, plus de capacité, c'est aussi que j'ai pris plus de responsabilité vis-à-vis des autres. Plus de responsabilité. C'est les trois items de l'approche fondée sur les droits de l'homme, et en particulier qu'on retrouve très bien chez Amartya Sen. Le mot de la fin, et c'est pas ici que je vais me faire engueuler, si je le prononce, le mot de la fin, si j'ai enlevé interculturalité, on a enlevé communauté, etc. Le mot de la fin, c'est quoi? C'est que s'il y a effectivement plus de liberté, plus de capacité, plus de responsabilité, c'est que le monde commun se construit par la créolisation. Par la créolisation des uns et des autres. Et on retrouve notre cher Édouard Glissant avec cette phrase merveilleuse qui pourrait être une conclusion, qui sera une conclusion, parce que si je commence à dire Glissant, mais je pourrais pourtant... Alors, au fond... Si je suis un directeur du MJC, si je me dis, je comprends, ça m'intéresse que mes dispositifs soient en phase avec les droits humains, avec les droits de l'homme, et je ne veux pas qu'il y ait trop de décalage, au fond, à la fin, j'ai plus de liberté, plus de capacité, plus de responsabilité, ça va chauffer, on va discuter tout le temps, etc. Ça ne va pas être si simple que ça, mais ça va être bien. Et à la fin, c'est, eh bien,
comme dit Glissant, je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre, pourtant sans me dénaturer. Et donc vous trouvez ça partout. Mais je trouve que là, c'est un bon projet politique. C'est un bon projet politique, mais qui suppose qu'effectivement chacun joue le jeu. Et alors mes amis, parce que les amis directeurs des MJC ont vu les choses. Ils se sont dit, on avait un pouvoir de dire quelles étaient les valeurs des activités. On avait le pouvoir de dire qui rentrait, qui sortait. On avait le pouvoir de dire, etc. Mais on l'a perdu de fait. Le marché nous l'a fait perdre. Et finalement, ils ont accepté de se dire, après tout, l'apparence du pouvoir, c'était de croire qu'on était les directeurs d'une machine. En fait, notre vrai pouvoir, ce sera de dire nous sommes les acteurs du développement humain, donc de l'application de cette éthique des droits. Non pas pour dire l'éthique doit se transformer en pratique, et puis voilà, c'est réglé, mais pour dire que chaque pratique est très bien, à condition qu'on prenne le temps de dire, bon, allez, cette pratique-là, de cet atelier par exemple, est-ce qu'elle est conforme à ces principes, plus de liberté, plus de capacité, plus de responsabilité? Puis aucune pratique ne sera parfaite, c'est sûrement pas Patrice qui dira le contraire, aucune pratique sera parfaite, mais la responsabilité politique du directeur de la MJC, pour prendre cet exemple-là, c'est de s'interroger en disant est-ce que cette pratique peut être améliorée et permettre aux personnes plus de liberté, plus de capacité, plus de responsabilité, c'est-à-dire plus de dignité. Après tout, pour moi, le droit culturel, c'est ça, plus de dignité dans la construction d'une société de liberté. Et puis voilà, j'ai fini. Merci Jean-Michel Lucas. Non, j'ai oublié de citer un truc. Vous n'allez pas... Si, je veux le citer. Durable, hein. Ouais, non, c'est pas durable parce que j'ai oublié. Je l'ai sorti, mais je ne négocie pas parce que c'est trop important. Je disais tout à l'heure l'histoire des valeurs capitales de l'humanité. Mais ça s'est traduit dans une circulaire que vous connaissez tous, peut-être que tous, ça s'appelle la circulaire Trottmann. Et qu'est-ce qu'elle dit, la circulaire Trottmann? Elle dit, de la part du ministre de la Culture, elle dit, voilà de l'argent public pour les établissements artistiques que moi, Culture, j'ai sélectionnés. Et qu'est-ce que doivent faire ces établissements artistiques sélectionnés par le ministère? Eh bien, ils ont une responsabilité sociétale. Et cette responsabilité s'exerce par tous les modes d'action susceptibles de modifier les comportements dans cette partie largement majoritaire de la population qui n'a pas pour habitude la fréquentation volontaire des œuvres d'art. Je l'ai peut-être fait trop vite, mais j'espère que vous avez senti que l'État, à travers son ministère de la Culture, dit « Je sélectionne les œuvres capitales de l'humanité, j'ai des établissements et des directeurs qui ont pour mission de faire en sorte que les pauvres connards qui ne fréquentent pas mes œuvres d'art, ils changent de comportement, comme les alcoolos et comme les sidaïstes, il faut qu'ils changent de comportement par tous les moyens possibles. Je dis que là, c'est l'antithèse des droits culturels, c'est même un scandale que la République ait laissé faire ça, et qu'au lieu de dire nous avons de l'argent public, c'est pour permettre aux personnes de faire en sorte que leur liberté culturelle s'exprime un peu mieux, non pas comme ça en tant que groupe communautaire, mais en tant que groupe qui, en tant que communauté, construisent avec les autres la créolisation du monde. Là, on nous dit le contraire. Et ça dure depuis 98. Et j'ai jamais vu personne lever la main en disant mais il faut arrêter avec ça. Et moi, je dis il faut arrêter avec ça. On ne peut pas se permettre de justifier une politique publique car c'est tout ce qui est